Quand j'écoute mon enregistrement de voix, je me demande vraiment si les gens qui font de la voix off ont une voix naturelle comme ça, ou bien est-ce qu'ils la modifient pour jouer un personnage. J'ai pas la réponse. Vous êtes encore là ? Mais vous ne pouvez plus vous passer de moi, on dirait. Bienvenue dans l'épisode 7 de la pause créative. Je suis Somme Afshar, votre hôte, et aujourd'hui, je reçois Florie Simons, en 4e année d'architecture, qui fait de la photographie. Bonjour Florie, tu es avec nous aujourd'hui. Est-ce que ça va pendant ce confinement ? Eh bien, ça va très bien, et toi ? Eh bien, ça va super. T'es où ? T'es rentré chez tes parents ? Ou t'es toujours à Strasbourg ? Eh bien, je suis rentrée chez mes parents, comme la plupart des gens, à part ceux qui sont restés à Strasbourg, bien entendu. Bien vu. Et voilà, et donc je profite du calme de la campagne. Très bien. Alors, on va commencer par revenir sur un petit peu tes débuts en photo pour bien poser les bases. Peut-être t'as pas envie d'en parler, mais on va en parler rapidement. Ce passé douloureux. Non, oui. On va en parler rapidement. Juste, donc, si je me trompe pas, t'as commencé à publier des choses sur Internet vers 2011. Ouais, c'est ça, tout à fait. Je sais pas si tu faisais de la photo avant, sans la publier sur Internet, mais du coup, c'était quoi en 2011 tes motivations qui faisaient de toi Florie photographe ? Alors, depuis le départ, je me suis jamais considérée comme une photographe proprement parlée. Pour moi, c'était quelque chose de très professionnalisant. Mais je me suis intéressée au domaine de la photographie à peu près dans ces eaux-là, vers 2010, on va dire. Donc au collège. Parce que j'avais une amie au collège qui commençait à faire de la photo aussi, et je voyais ce qu'elle faisait. Et je me disais que c'était quand même super cool, en fait, de pouvoir capturer un peu son environnement comme ça, et puis des moments de vie. Rendre beau des choses qui n'étaient pas forcément. C'était super intéressant. Bon, au début, ça commençait avec des choses vraiment très clichés, hein. Un peu comme tous les photographes débutants. Au début, tu prends en photo les fleurs qui sont dans ton jardin. Puis après, tu commences à prendre en photo tes amis et t'évolues un petit peu. Donc en 2011, ça faisait déjà peut-être quelques mois que j'avais commencé à piquer l'appareil photo de mon père. C'était vraiment un appareil photo un peu merdique, hein. Il avait 2 mégapixels. Donc c'était pas une très grande réussite, mais ça m'intéressait. Après j'ai fait un petit stage, je crois, de photo aussi, parce que mes parents m'avaient refusé de m'acheter un meilleur appareil tant que je savais pas l'utiliser, et ils avaient tout à fait raison. Donc j'ai appris à un peu plus comprendre les bases de la photo, la technique qui va avec, la composition, tout ça, donc vers la fin de 3e, je pense. Et j'ai eu mon premier réflexe, c'était trop cool. Et j'ai continué comme ça à faire des photos un peu clichés, mais c'était quand même bien, surtout que je commençais à inclure mes amis dedans encore plus, donc à faire des petits shootings et tout. Et voilà. Ouais, j'ai vu. C'était les débuts. Faire des photos de voyage aussi, pas mal. Ouais. Je sais pas si tu les as publiées, mais j'ai vu quelques paysages. J'en publiais aussi un peu. Enfin, au début, je savais pas trop publier ça, donc je mettais ça un peu sur Facebook parce que c'était les tout débuts de Facebook pour moi, donc sur mon compte personnel. Après j'ai ouvert une page Facebook, voilà, sur mon mur. Après j'ai ouvert une page Facebook parce que c'était quand même super stylé à l'époque. Et donc je publiais là-dessus, je participais à des concours sur Facebook aussi, toutes ces pages n'existent malheureusement plus. Mais c'est un média qui marchait vachement bien à l'époque pour ça, et j'avais un petit peu de retour, donc j'ai continué à travailler comme ça. Ouais, voilà. Donc t'as dit que tu photographiais vachement, pas mal tes amis. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de portraits, en fait. Dès le début, t'as fait pas mal de portraits, mais il y a aussi des portraits de toi, j'ai vu. Et du coup, c'est toi qui faisais des autoportraits ou c'est des gens qui te prenaient en photo ? J'ai les deux. Parce qu'en fait, au début, comme je te disais, je faisais pas vraiment vu que je me considérais pas comme photographe, je voyais pas la distinction à faire, en fait, entre modèle et photographe.
Pour moi, ça allait ensemble. Donc, quand je faisais une séance photo, je m'excluais pas du rôle de modèle. Et de la même manière, quand mes amis me prenaient en photo, je considérais que ça faisait partie du jeu, tu vois. C'était un peu un truc qu'on se donnait mutuellement et on créait ça ensemble. Je trouvais ça cool. Et puis, progressivement, quand même, j'ai commencé à me mettre davantage derrière l'objectif parce que c'était ce que je préférais. Enfin, derrière, oui, côté... tu as compris, côté je prends les photos, quoi. Ouais. Parce que le côté modèle, ça m'énervait un peu, en fait, de pas contrôler le processus créatif de bout en bout. Donc, c'était plus simple pour moi d'après de faire davantage d'autoportraits, où là, effectivement, tu peux aussi contrôler pas mal de choses, ou alors de faire prendre en photo mes amis. Et pareil, les autoportraits, j'ai commencé à en faire de moins en moins. Je vais peut-être devoir m'y remettre avec le confinement. Et apprendre davantage d'autres personnes. Et ouais, parce que je pense que l'autoportrait c'est super intéressant aussi pour en savoir plus sur soi. Donc surtout quand moi j'ai commencé la photo, j'étais une adolescente, donc c'était bien de se voir grandir. Et pour mes amis, je pense que ça les a aidés aussi beaucoup que je les prenne en photo pour se voir grandir elles-mêmes et s'apprécier. À un âge où c'est pas toujours facile. Et pour la confiance en soi, du coup. Voilà, c'est ça. Et donc, vu que tu contrôles le processus créatif, il y a non seulement le fait d'être derrière la caméra, de faire tous les réglages de l'appareil photo, mais toi, dès le début, t'as vachement fait de post-production de tes photos. Ouais. Donc, que ce soit des montages Photoshop ou de la colorimétrie, tu peux... Juste, c'est le dernier truc sur ton passé... dont on parle. Mais du coup, pourquoi cet attrait et comment tu t'es mis à Photoshop? Parce qu'au collège, c'est pas évident d'avoir accès à ces outils et de savoir se servir de ces outils. Ouais, je saurais pas exactement te dire pourquoi ça m'a intéressé directement. Je pense que c'est parce que dès que j'ai vu qu'on pouvait faire ça, enfin, avant même d'avoir Photoshop, je sais pas où j'ai vu ça, ça devait être dans des magazines de photos que j'ai vu ça un petit peu, que c'était possible en fait, de reprendre une image, de l'améliorer. Puis aussi, je t'avais parlé de mon petit stage photo que j'avais fait quand j'étais en 3e, où là on avait touché un petit peu à GIMP. Donc GIMP c'est très limitant, hein, mais c'est quand même une première approche. C'est un logiciel libre qui est un espèce de Photoshop, mais en logiciel libre. Exactement. Donc gratuit. Donc gratuit, donc un peu moins bien, forcément. Mais c'est déjà des premières bases, donc c'est bien pour voir ce qu'on est capable de faire, ce que ça donne plutôt comme outil. Et ouais, donc dans les magazines de photos, tu voyais un peu que tu pouvais faire en sorte que l'image que t'as à la fin ressemble à ce que t'avais dans la tête. Je pense que ça pour moi c'est le plus important dans la post-production. C'est pas pour moi une modification à proprement parler de la réalité, parce que de toute façon la photo ne peut pas représenter la réalité. C'est forcément quelque chose de différent. On vit dans un monde en 3D, donc une surface 2D ne sera jamais la réalité. Mais elle permet du coup à la production de davantage mettre sa patte et que ça reflète vraiment ce qu'on voulait. Voilà. C'est assez dur dans les arts créatifs. Enfin moi c'est quelque chose avec lequel je suis beaucoup déçu de ce que je fais parce que j'ai un truc dans ma tête et j'arrive pas à faire à ce que ça ressemble à ce que j'avais dans la tête. Ouais. Donc, c'est aussi ça qui est bien parce que des fois ça t'emmène quelque part où t'avais pas prévu. Aussi, il y a une qui peut être mieux parfois. Et au final tu te rends compte que l'idée que t'avais en tête elle évolue aussi. Donc c'est quand je retouche une photo, parfois j'arrive au résultat escompté. Donc par exemple quand je fais un projet de A à Z, que je réfléchis avec le modèle, l'ambiance qu'on voudra donner, etc. Là effectivement à la fin ça me plaît davantage quand je peux arriver à ce que j'avais imaginé. Mais quand je fais un shooting comme ça sur un coup de tête avec une amie, j'ai pas trop de préconçus. Donc c'est plutôt là où Photoshop et Lightroom vont m'emmener que j'irai. Et je me limite pas trop. Et il y a aussi un truc, c'était peut-être plus vrai à tes débuts que maintenant, encore je sais pas, mais moi, quand j'avais moins accès à tous ces logiciels, par exemple la suite Adobe, tous les logiciels Illustrator, etc., Photoshop,
finalement, le fait de travailler sur GIMP, le fait d'avoir cette contrainte, ça m'obligeait à trouver des stratagèmes pour arriver à faire ce que je voulais par des moyens détournés, et je trouvais ça passionnant. Est-ce que toi, t'as eu un petit peu cette phase dans ton processus, et encore toujours, s'il y a quelque chose qui se passe pas comme prévu, est-ce que le fait que ce soit une contrainte, ça t'aide à faire quelque chose qui finalement est mieux que ce que t'avais imaginé? Je pense, ouais. Enfin, quand j'ai commencé à faire de la retouche, je sais même pas si on peut parler de retouche à ce moment-là, mais à travailler mes images, effectivement, j'avais pas Photoshop et j'avais même pas GIMP parce que je connaissais pas ou avant de faire mon stage, tu vois. Donc j'utilisais des sites internet à ce moment-là pour retoucher mes images. C'était vraiment très cringy, hein. C'était dégueu, mais c'était créatif et c'était amusant. Et aujourd'hui, il y a des moments où je me dis mince, en fait, le fait d'avoir autant d'opportunités, parfois si t'as pas d'idée de base, t'es un peu perdu. Tu sais pas trop par où attaquer, et puis c'est infini en fait. Ouais. Je sais pas si ça répond vraiment à la question, mais Si. C'est-à-dire que maintenant, comme t'as plus de contraintes, des fois, t'es un petit peu, tu sais pas. Enfin, là, je vais te paraphraser du coup, mais le manque de contraintes, ça te. Si t'as pas d'inspi, ça t'aide pas à avoir de l'inspiration. C'est là où la photo, du coup, c'est important que ton image de base, elle ait déjà quelque chose. Je pense. Parce que sinon, c'est difficile d'en faire quelque chose de bien si à la base il y avait rien. C'est possible, hein, mais c'est plus compliqué. Moi, j'ai du mal. Après, ça dépend de l'œil des gens. Hein. Exactement. On voit beaucoup sur les réseaux sociaux, des fois, il y a plein de photos qui ont absolument rien. C'est pas du tout un critère de jugement, mais il y a des gens qui apprécient des photos juste parce qu'elles ont des filtres ou qu'elles ont quelque chose. Oui. Après, voilà, je pense que c'est la différence entre une photo esthétique et une photo artistique. C'est que faire de l'esthétisme, finalement, c'est pas très compliqué. Enfin, si, mais disons que plaire à une majorité, il suffit en gros de regarder un peu les tendances qu'il y a actuellement, de les comprendre. Donc c'est un processus, hein, c'est quand même un travail. Mais ça s'apprend. Et c'est bien pour commencer aussi. Voilà, c'est très bien pour commencer. Moi, quand j'ai commencé, voilà, je regardais ce que faisaient les autres et d'ailleurs, je regarde toujours ce que font les autres. Hein. Donc l'esthétique, je trouve que c'est la partie la plus facile, qui est aussi très amusante. Et derrière, t'as la partie effectivement artistique où tu veux que ça reflète quelque chose. Et là, c'est un travail qui est impossible à terminer parce que ça évolue tout le temps. C'est difficile d'être content de son travail artistiquement. Oh, ça viendra. Ça viendra, ouais. Non mais oui. C'est le fameux diagramme dont on discutait hier. Ouais. Ça, je pense que ça peut être intéressant d'en parler parce que ça doit toucher beaucoup de gens dans le domaine créatif. Ben parlons-en. J'ai oublié le nom. Parlons-en. Attends, je vais le chercher. Le premier qu'il retrouve, Dunning-Kruger. Dunning-Kruger, très bien, ouais, bravo. En gros, juste pour décrire le graphe, c'est un graphe où en abscisse, il y a la compétence, et en ordonnée, il y a c'est en anglais, du coup, c'est la confidence, donc le mot en français, la confiance. La confiance en soi. Ouais, la confiance en son travail. Ouais, c'est ça. Et donc le graphe, il montre que au tout début, quand on a peu de compétences, le graphe de confiance en soi monte de manière très rapide. Il va très haut. Et à partir d'un moment de compétence, il descend très vite. Donc les gens qui sont un peu plus compétents ont beaucoup moins de confiance en soi sur leur travail que les gens qui viennent de commencer. Et ensuite, ils progressent lentement avec la compétence. Ça vient, je sais pas si t'avais vu. Je crois que l'histoire, c'est un gars qui a essayé de faire un braquage et qui avait qui savait que quand tu mettais du citron, ça effaçait des choses ou je sais pas quoi. Et il s'en était mis sur la tête et il était persuadé que les caméras de surveillance allaient pas le reconnaître. Mais non. En fait, oui, je crois que ça vient d'un truc comme ça. Et que du coup, il a été faire 2 braquages, persuadé que ça allait marcher, et en fait, ça a pas du tout marché. Et en fait, c'est qu'il avait une estime de son travail, du coup, d'une certaine manière, qui était bien supérieure à la réalité. Et il s'est pas rendu compte qu'il était totalement en dessous, quoi.
Donc ça marche. Par contre, tu m'as dit 2 braquages, donc je suis étonné de savoir comment il a pu en faire un deuxième. Je crois qu'il a eu le temps d'aller au deuxième. Je sais pas comment il a fait. C'est un peu, je sais pas si c'est un mythe, hein. Mais si c'est Monsieur MacArthur Wheeler. Ouais, c'est ce qu'ils écrivent même sur Wikipédia, ils en parlent. Donc ça vient de là. Donc c'est un biais cognitif. Voilà, c'est très intéressant. Et ça marche dans plein de sens, du coup. Ça marche soit parce que tu surestimes, effectivement, tes capacités au début. Donc moi, par exemple, quand j'ai commencé la photo, j'étais persuadée que ce que je faisais, c'était ouf, quoi. Enfin, je le disais pas, mais je pense que je le pensais. Que c'était bien. Mais et ça t'aide à avancer aussi. Oui, et c'est ça. En fait, le but, c'est justement de te donner cette impulsion pour que tu aies envie de continuer. Parce que si directement, quand tu faisais quelque chose, t'avais l'impression d'être nul, tu continuerais pas. Il faut que t'aies ce boost au départ de confiance en soi. Après, il faut essayer de le comprendre pour continuer à avancer et pas rester sur ses acquis. Voilà. Mais derrière, effectivement, il y a le risque de tomber dans la pente qui est difficile à remonter, où t'as perdu la confiance et il faut essayer de la regagner petit à petit. Ouais. C'est un travail de longue haleine. En fait, je pense que cette descente de confiance en soi arrive à partir du moment où on comprend réellement, par exemple si c'est la photo, on commence à comprendre ce que c'est vraiment la photographie artistique et on se dit « Ah oui, mais en fait j'en suis loin ». C'est ça. Et c'est pour ça que ce que je te disais hier, c'est que sur des CV, par exemple, il y a ce biais dans la maîtrise de logiciels typiquement, où quelqu'un de plus compétent va peut-être, sur son CV, se dévaluer par rapport à quelqu'un de compétent. C'est effectivement un peu malheureux, parce que ensuite on a du mal à prendre les opportunités quand on a perdu la confiance, parce qu'on voit le chemin qu'il nous reste à faire. Et c'est là où souvent un tiers parti peut nous aider à remonter la pente, en tout cas à mieux évaluer le chemin parcouru. Parce que si, une des solutions pour s'en sortir, c'est de regarder comment on a commencé et de voir que, il y a eu du chemin de fait, quoi. C'est quand par exemple en photo, je sais que si je regardais mes photos d'il y a 1 an et que je les trouvais toujours aussi bien, il y aura un problème. Oui, ça c'est très important à comprendre. Ça voudrait dire que j'évolue pas. Si vous n'aimez pas vos travaux passés, c'est bien. C'est bien, ouais, tout à fait. C'est-à-dire que vous progressez et voilà. Je sais pas si t'as encore des choses à rajouter sur ça, parce que sinon... Non. Parce que sinon on peut passer à ce que tu fais maintenant. Oui. Donc maintenant on peut trouver la majorité de ton travail sur Instagram, où t'as 2 comptes Instagram, qui sont @FlorySimons et Flory Simons Portrait. Donc d'abord, j'ai un petit peu séparé les deux, même s'il y a beaucoup de choses qui se croisent. Enfin, évidemment, tu es la même personne. Et donc, ton compte @FlorySimons, c'est plutôt un compte où tu vas photographier des paysages urbains, de l'architecture, des paysages. Et c'est un compte qui fonctionne un petit peu en série de photos, j'ai l'impression. Hein. C'est quand je le vois, j'ai l'impression. Et donc, est-ce que chaque série de photos a une ambiance assez distincte et particulière? Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment se passent tes sorties photos pour photographier ces séries photos? Est-ce qu'elles sont faites toutes en même temps? Ou alors est-ce que tu arrives à constituer une série photo sur plusieurs jours? Est-ce que tu sors seul ou à plusieurs? Voilà. Ça dépend vraiment de la situation. Les photos de nature, en particulier, souvent je les fais à plusieurs parce que, je suis la seule personne à prendre des photos, mais je vais souvent marcher dans les Vosges, et ça, je le fais pas toute seule. Donc, je suis à plusieurs. Je suis soit avec Maxence, soit avec d'autres amis. Je me balade dans les Vosges et je prends en photo ce qui m'attire l'œil, parce que souvent, dans la nature, en particulier à la montagne, pour moi, il y a des ambiances très différentes, que ce soit à différentes périodes de la journée ou à différentes périodes de l'année. Donc mes séries de photos, elles fonctionnent souvent, je pense, par temporalité. Je les fais un peu toutes d'un coup, soit sur un week-end ou sur 1 heure.
En tout cas pour les photos de nature, parce que justement j'ai un peu cette ambiance particulière qui n'arrivera qu'une fois. Ça ne se reproduira jamais. Il y aura d'autres ambiances similaires, il n'y aura jamais exactement la même ambiance. Et c'est souvent ça qui m'intéresse quand je me balade. C'est par exemple la brume qu'il va y avoir un matin en particulier, ou la neige qu'il va y avoir le lendemain sur les arbres, et qui va encore donner une autre ambiance, même s'il y a encore de la brume. Et mes séries fonctionnent plutôt comme ça. Maintenant, j'essaye quand même de changer un petit peu cette habitude de faire par temporalité très courte. Et notamment là, pour la photo d'architecture, j'essaye de créer des choses un peu plus sur le long terme, en ayant une idée de base. Donc pas sortir comme ça juste en prenant des photos de ce que je vois, mais en partant sur un concept. Là, sur la photo d'architecture, j'essaye de plus en plus de partir sur des photos, je vais pas dire minimalistes, mais en tout cas proches de l'abstrait. Je sais pas si t'as pu voir un peu. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que je peux faire sur plusieurs jours. J'ai pas besoin d'une ambiance particulière pour faire ça. C'est davantage de regarder un peu tout le temps autour de moi. Et quand je vois quelque chose qui, rentre dans le concept, je le prends en photo. Ouais, c'est ça que je me demandais en fait. C'était, est-ce que... dans quel ordre tu faisais les choses ? Est-ce que tu avais une idée et tu faisais ta sortie photo ? Ou alors tu fais une sortie photo et tu tombes sur une ambiance, sur quelque chose en particulier, mais je pense que c'est un peu des deux, t'as un peu répondu à la question de toute façon. C'est les deux, ouais, tout à fait. C'est soit je sors dans la rue parce que je vois qu'il y a une bonne ambiance, ou je vais faire une promenade et je vois qu'il y a une bonne ambiance et j'en profite. Donc là, il n'y a pas d'idée de base, c'est juste je vois qu'il y a quelque chose qui m'intéresse, soit voilà, j'ai le concept et puis je fais avec. J'aime beaucoup ton compte Instagram et c'est assez... Du coup, je suis pas beaucoup de photographes sur Instagram, donc je sais pas du tout si c'est quelque chose de courant de publier les photos, parce que tu les publies tout en même temps, du coup, les photos d'une même série. Ouais. Et en général, sur Instagram, c'est plutôt... les gens publient une photo par-ci, par-là. Et du coup, c'est assez... Enfin, moi, j'en ai pas beaucoup dans mes abonnements Instagram qui font ça, qui font des séries de photos. Je trouve ça hyper intéressant. Parce que du coup, je clique après sur ton profil pour voir la série complète. Parce qu'avec les algorithmes Instagram, malheureusement... tu vois la mettre les unes à la suite des autres, ouais. C'est ça, c'est le truc dommage sur la plateforme Instagram, c'est que comme il algorithme les photos, je vais voir une de tes photos que t'as prises, qui est peut-être une du milieu de ta série, puis des photos d'amis, puis une autre qui est un autre endroit, qui est pas la suivante ni la précédente, mais une autre. Et c'est assez dommage. T'as d'autres plateformes ou... pour l'instant, je n'en ai pas trouvé qui me convient. Je pense qu'en fait, la limite de l'exercice, c'est que mes photos ne se prêtent pas forcément aux réseaux sociaux. Je pense qu'elles se prêteraient davantage à une expo où on puisse les voir tout ensemble, en tout cas par série. Ou un album avec physique. Un article ou un album physique, voilà. Parce que peut-être un carnet exprès, quoi, matériellement. J'ai beaucoup de mal avec Instagram à me faire à la plateforme. Effectivement, les publier tout ensemble, c'est ce que je préfère faire, mais ça ne colle pas du tout avec la mentalité de la plateforme, et du coup, quand je fais ça, y a une personne qui voit les photos, une personne qui les voit pas. En général, je publie peu, finalement, vu que je les publie tout ensemble. Je réserve pas des photos pour plus tard. Donc, des fois, j'ai des trous de 1 mois où je publie rien. Et ce qui fait que c'est impossible pour moi de gagner en visibilité derrière. Oui. Parce que Instagram favorise les gens réguliers qui postent tout le temps. Voilà. Mais c'est pas grave, ça veut juste dire que je suis pas tout à fait faite pour ça. Mais on peut quand même retrouver toutes tes séries de photos sur Instagram. Oui, exactement. Ouais, on peut les voir quand même. Et ensuite, en plus de ce compte @FloriSimons, je fais que les répéter, comme ça les gens vont aller dessus. S'il vous plaît. T'as aussi le compte @FloriSimons portrait, qui est un peu plus récent, je crois. Tu l'as commencé il y a 1 an ou 1 an et demi ou 2. Ouais. Je sais plus. Ouais, je crois que ça fait 1 an et demi, un truc comme ça. Et donc c'est sur le même principe des séries de photos, sauf que cette fois c'est comme son nom l'indique des portraits. Et donc est-ce que tu peux déjà, comment tu trouves tes modèles photos, est-ce que c'est tes amis, et comment tu rentres en contact avec eux?
Donc là, c'est assez récemment que j'ai repris la photo de portrait. Je dirais que ça fait à peu près comme la création du compte, tu vois. Ça fait 1 an et demi à peu près que j'ai vraiment repris le portrait. J'avais arrêté depuis 2014 parce que j'avais trop de travail. Et là, pour reprendre, du coup, j'ai commencé avec des amis. Donc, par exemple, avec Jenastan, que tu connais bien. Ouais. Donc, il y a un très bon modèle photo. Il avait jamais posé avant. Et on a parlé comme ça. Et on s'est lancé. Donc, il y a un soir, on a fait ça. C'était génial. Enfin, pour quelqu'un qui n'a jamais posé, c'était très impressionnant ce qu'il était capable de faire, de se mettre dans un rôle comme ça. Et on a travaillé toute la soirée ensemble. Sinon, j'ai eu d'autres amis qui ont participé comme ça, mais davantage pareil sur des séries pas trop réfléchies, ou juste on allait prendre des photos comme ça avec Juliette par exemple. Et sinon, il y a quand même des gens qui me contactent. Donc dans ce cas-là, selon nos disponibilités, on s'arrange, on réfléchit ensemble à ce qu'on veut faire et on s'organise. Les photos par exemple avec Lucas que j'ai fait l'été dernier, ça a duré pendant 6 mois où on a discuté pour s'organiser et former un projet. Donc c'était quelqu'un qui est toujours d'ailleurs un musicien, un compositeur, enfin il fait de la musique électronique. Et il avait besoin de contenu pour son compte Instagram parce que la musique, ça n'attire pas directement les gens sur un compte Instagram. Il faut avoir une image. Donc il avait besoin d'aide de photographe pour ça. Et on a travaillé ensemble pour créer quelque chose qui nous va à tous les deux. Moi, j'avais besoin de modèles, donc ça tombait bien. Et lui, il avait besoin d'images, donc ça tombait très bien aussi. C'est une symbiose. C'est une symbiose, oui. Donc on a pas mal discuté et on est arrivé au résultat qu'on a eu. Et du coup, un shooting, concrètement, comment ça se passe ? C'est toi qui proposes des poses au modèle, ou alors c'est lui qui va se mettre dans un rôle et qui va te faire des propositions ? Alors je dirais jamais exactement à un modèle genre pose, vas-y. Enfin, je pense que le pire qu'on puisse dire à quelqu'un qui n'a jamais posé, en particulier un modèle qui connaît son métier, c'est un peu différent. Mais une personne qui n'a jamais posé, je peux pas juste lui dire bah vas-y, mets-toi là. C'est horrible. Divertis-moi. Divertis-moi, voilà. Donc non, je peux pas faire ça. Non, déjà, ensemble, on a discuté un peu quand même de ce qu'on voulait faire. Donc, que ce soit un shooting préparé ou pas, on a une petite idée de ce qu'on veut faire. Donc, c'est plus facile ensuite pour se mettre dans un rôle. Ça, c'est une posture. Il y a plein de gens qui vont faire des shootings en disant qu'ils veulent représenter la personne. Moi, j'y suis pas encore arrivée. Pour l'instant, je fais davantage des shootings où on se donne des rôles et où le but, ça va être de donner un rôle plus fort encore que ce que la personne représente d'elle-même. Je sais pas si c'est très clair, mais ça permet de s'affirmer. Et aussi de prendre un peu de distance avec ce qu'on fait pour pas être dans le jugement de soi-même pour le modèle. Et en général, je donne des objectifs, par exemple, je sais pas, ou des émotions à représenter. Donc je vais dire, voilà, t'es trop contente parce que t'as eu un gâteau au chocolat, tu vois, ou je sais pas, des choses comme ça pour aider à avoir une situation en tête et se mettre dans la peau du personnage. Sinon, forcément, je donne quand même je montre les poses, je les dis jamais. Je vais pas dire bah tiens tu pourrais te mettre en position de mannequin, c'est trop difficile à comprendre, donc je vais essayer de faire quelques poses à côté du modèle pour lui expliquer ce que j'imagine, Ce que t'as dans la et tête. après voilà ce que j'ai dans la tête, et ensuite on adapte selon comment ça fonctionne. Voilà, globalement. Après, comment ça se passe plus précisément, en général, moi je réfléchis à la localisation avant, sauf quand c'est un shooting informel, où là on y va comme ça. Donc j'ai déjà réfléchi au lieu, on y va, on se prépare, enfin le modèle se prépare. J'ai de la personne à choisir, bien entendu les vêtements. Le stylisme colle à l'ambiance générale de l'image. Et puis on s'amuse. Il y a du maquillage ou pas ? Pour les shootings masculins, je crois pas que je pense que j'ai jamais maquillé mes modèles masculins. Mes modèles féminins, avant, quand je faisais des shootings que j'étais plus jeune, je les maquillais. Maintenant, je ne le fais plus
parce que j'ai pas toujours photographié des gens dont j'étais suffisamment proche pour les maquiller. Je pense qu'à terme, j'aimerais bien faire appel à des make-up artistes, mais j'aime aussi le look peu maquillé. Je sais pas pourquoi, j'apprécie énormément. Donc, j'ai pas forcément envie de recouvrir totalement la peau de quelqu'un. Ah oui, c'était une question, c'était pas un jugement. Je sais qu'il y a des photographes qui travaillent en maquillant les Ouais, c'est très bien. Moi, j'en avais réfléchi à un projet comme ça avec Gina Stan, de peut-être un jour faire des photos maquillées de lui. Donc, c'est en préparation. Je ne sais pas si ça sortira un jour. On verra. On verra. Mais du coup, j'ai quand même l'impression que sur ton compte, c'est peut-être juste une impression, mais j'ai l'impression que sur ton compte @FloriSimonsPortrait, il y a un peu plus d'expérimentation que sur l'autre compte. Et les résultats sont vachement beaux. Mais est-ce que c'est que mon impression, le fait que tu expérimentes plus sur jouer avec même les outils de l'appareil photo, avec les flous, avec les multiples expositions, les choses comme ça? En fait, c'est que j'expérimente pas du tout de la même manière, parce que en photo urbaine et en photo de nature, je réfléchis beaucoup en termes de lignes et de composition. Alors que en portrait, je réfléchis peut-être davantage en termes d'émotion et en termes d'ambiance. Encore plus en termes d'ambiance que ce que je peux faire avec des photos de nature. Là, c'est pour ça que souvent mes portraits, c'est pas exactement des portraits. Je fais parfois des photos en pied, j'inclus un peu plus l'environnement dedans. Et c'est aussi ça que je trouve intéressant dans les séries, c'est qu'elles permettent de faire à la fois des portraits très rapprochés et des choses où on inclut l'environnement pour qu'on comprenne l'ambiance générale du shooting. Et d'où le fait que les séries de photos fonctionnent ensemble et pas indépendamment. C'est un peu une histoire que je raconte, qui a pas forcément un sens, hein, mais j'essaie de raconter un minimum quelque chose avec cette série de photos. Donc il y a une évolution, les jeux permettent de créer des modifications un peu plus subtiles dans l'histoire, ou de recréer quelque chose. Donc par exemple, pour les photos que j'ai faites avec Lucas, j'avais envie de créer une ambiance à mi-chemin entre quelque chose de futuriste et quelque chose d'extrêmement mythologique, presque avec une grosse importance de la nature. Donc pour faire ça, on a fait pas mal de Pinterest, on a fait pas mal de recherches d'images, et à la fin, j'en suis arrivée avec une idée un petit peu de l'ambiance que je voulais donner à ça. Et c'est là où l'expérimentation, elle rentre en jeu. Parce que si je veux rendre une ambiance très atypique et personnelle, je suis obligée d'avoir des petits subterfuges pour la créer. J'avais pas, par exemple, de machine pour faire de la brume. C'était pas possible. Je pouvais pas déplacer ça dans les Vosges pour faire les photos avec Lucas. Sinon, il aurait fallu que j'achète des batteries ou quelque chose pour créer de l'électricité sur place. Ça aurait été très compliqué, bien que possible. Et c'est là où j'ai compris que juste mettre un petit tissu devant l'objectif, ça faisait très bien l'affaire pour ce que j'avais besoin. Ok. Voilà. Mais je pensais pas, en voyant que c'était un tissu. Ouais, j'ai essayé ça et ça donne un petit peu un effet voilé, un peu comme si t'étais dans un rêve. Avec c'est des pas tout à halos fait de net. lumière. Voilà, des halos. Et ça créait un peu ce que je voulais à ce moment-là. Les photos que j'ai faites sur la cascade le soir même, je les avais déjà en tête depuis plusieurs mois. Ça a pas rendu exactement comme je l'imaginais, mais j'étais très contente du résultat quand même. Et là, on est resté un bon moment à expérimenter pour avoir à peu près quand même ce que j'imaginais en photo. Donc ça a mis plusieurs heures, quoi. Et on n'a pas beaucoup dormi du coup, parce que le lendemain, on a refait des photos. Mais c'est comme ça qu'on arrive à des résultats qu'on peut apprécier. Ouais. Et toujours sur ce même compte, il y a une série qui est du coup un peu particulière, vu que t'as beau dire que tu n'as pas fait d'autoportrait depuis longtemps, tu as fait une série d'autoportraits quand même sur ce compte Instagram.
Je l'avais oublié. Et pourtant, elle est super intéressante. C'est une série où chaque photo illustre un trouble psychologique. Donc je sais pas si t'as vraiment fait cette série de photos pendant une insomnie ou pendant... Enfin, dans quel contexte t'as fait cette série de photos? Est-ce que tu peux en parler un petit peu si tu t'en souviens? Ouais. Alors on avait une série de photos à faire. En fait, on avait une œuvre d'art qu'on avait tous dans la classe eu à choisir. Enfin, on devait choisir ça à l'Artothèque, une œuvre. Et moi j'en avais choisi une, je me rappelle plus le nom de l'auteur, c'était une photographe qui avait fait un paysage et elle l'avait retourné en miroir. Et ce qui était intéressant, c'était que le paysage qui était en miroir n'était pas le même que celui qui était au-dessus. Voilà. Et ensuite, il fallait faire du coup une série de photos en s'inspirant de l'œuvre qu'on avait eue. Donc on pouvait faire à peu près ce qu'on voulait. Et vu qu'il y avait cette idée un peu de miroir, mais qui n'était pas tout à fait le même, je trouvais que ça représentait bien le côté psychologique qu'on peut... Enfin, l'apparence qu'on peut donner aux autres et l'apparence qu'on a à l'intérieur de soi quand on a un trouble psychologique. Et aussi, d'une part, la manière dont on réussit à guérir et la manière dont on est quand on est au pire avec ces troubles. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis partie de cette idée de reflet et j'ai utilisé un miroir tout simple qu'on avait à la maison pour ça. Et dans le miroir, je représentais toujours la partie la plus dure, la partie où on n'est pas guéri, où on va pas bien, de chaque trouble psychologique. Et à l'extérieur du miroir, la partie où on guérit, c'est celle que nos amis verront davantage, je pense. C'est un miroir très, très vertical, c'est presque une meurtrière, le miroir, juste pour décrire un petit peu les photos. C'est-à-dire qu'on voit ton lit, et sur la droite de l'image, il y a un miroir très allongé vers le haut, sur lequel il y a le fameux reflet. Voilà, donc c'est un petit peu quelque chose de caché, parce que quand on a un trouble psychologique, c'est pas forcément quelque chose qu'on montre. Parfois, on le sait pas soi-même. Donc, je voulais que ce soit un petit peu comme ça, caché dans l'image. Et que chacun en fasse l'interprétation qu'il souhaite. Même si je les ai fait de manière assez explicite, je pense. C'était pas forcément un truc très profond. Mais c'était quand même difficile à faire parce que avec ça, on avait aussi des textes à écrire. Et je suis passée par pas mal de ces troubles que j'ai représentés. Donc fort heureusement, maintenant, je suis guérie de la plupart. Mais ça m'a pas mal aidée pour créer les photos. Parce que c'était plus facile d'en parler par l'image quand on les a vécues soi-même. Et donc en général, je m'inspirais de choses que j'avais déjà vécues par le passé et j'essayais tant bien que mal de représenter un souvenir, pas toujours heureux, par l'image. Donc c'est une série qui était dure psychologiquement à faire, mais moi ça m'a fait énormément de bien. Et du coup, les textes, c'est toi qui les as rédigés, les textes qui accompagnent chaque photo? Ouais, j'ai rédigé chaque texte, un peu comme une écriture, comment on dit en écriture automatique, oui. Presque, quasiment comme ça. Donc je réfléchissais pas trop, en général je passais max 3 minutes par texte. D'accord. J'essayais de pas trop aller surréfléchir, donc des fois ça rime pas, pas très cohérent, mais je m'en fiche, c'est pas ça qui est important. Et juste que comment ça vient. Et ouais, j'espère que ça a un petit peu représenté ce que les gens peuvent vivre avec ces troubles-là. Je sais pas si t'en as compris certains, mieux certains que d'autres. Je trouve que c'était assez bien illustré, justement. Après, comme j'ai pas connu tous les troubles, je sais pas si ça représente vraiment la chose, mais c'était quand même une illustration assez parlante. Bah, moi, ce qui m'a fait plaisir, c'était que quand on les avait montrés par la suite, et que j'en ai parlé, il y a certains troubles que les gens de ma classe ne connaissaient pas. Donc, ça leur permettait d'avoir une petite idée de ce que c'était. Par exemple, la dermatillomanie, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui connaît. Parce que c'est un trouble, en gros, c'est une forme de TOC. Et tu te grattes compulsivement, donc tu te détruis la peau, littéralement, suite à des troubles anxieux ou d'autres choses.
Et vu que c'est assez peu connu, y a des gens qui en souffrent et qui le savent même pas, quoi. Donc c'est bien d'en parler. Ouais. Et la photo, c'est un des médiums pour parler de toutes ces choses difficiles. J'ai pas la liste de chaque trouble que t'as fait, mais... Que j'ai fait. Mais encore une fois, en allant sur ton compte, on pourra les retrouver. Faut les voir. Esthétiquement, c'est vraiment pas ma série préférée. Enfin, j'ai eu beaucoup de mal à la C'est faire. vrai Parce que, ouais, enfin, je la trouve très imparfaite sur plein d'aspects. Notamment parce que la lumière va pas forcément avec ce que je voulais. Parce que, voilà, c'est pour ça aussi que je fais plus d'autoportrait. C'est parce que je trouve que c'est plus difficile de se diriger soi-même aussi. Mais je me voyais pas faire ça avec quelqu'un d'autre. C'était trop personnel. Donc, on va dire que j'ai fait le maximum que je pouvais avec ce que j'avais. Et j'aimerais bien la refaire un jour, dans des meilleures conditions. La même ? Ouais. Je pense que ça pourrait être intéressant à terme. Ok. Donc je pense qu'il faut pas avoir peur de refaire son travail. Que t'es pas satisfaite. C'est pas du message en soi. Voilà, le message, j'en suis très contente. C'est vraiment juste la réalisation qui est pas forcément au top. Mais ouais, je pense que c'est intéressant des fois de refaire son travail, de retoucher une photo ou de refaire une série de photos quand elle nous convient plus. Parce que parfois on avait des bonnes idées, mais on n'avait juste pas la technique pour le faire. Ouais. Et du coup, forcément, dans cette série de photos, il y a encore une fois beaucoup de retouches. Donc on en a parlé un petit peu tout à l'heure, que la retouche te permettait d'arriver justement à ce que tu voulais dans les séries en général, que ce soit du montage photo ou de la colorimétrie. Voilà. Est-ce que il me semble que tu m'avais dit une fois que ça dérangeait des gens que tes photos soient retouchées, que les couleurs soient boostées à fond ou alors soient manipulées. Ouais. C'est déjà arrivé parce que tout le monde a son avis, hein, c'est quelque chose de très personnel, l'image. Mais et même toute la psychologie, enfin la psychologie, la philosophie, on va dire, de la photo, c'est aussi quelque chose qui est très complexe. Chacun a son avis là-dessus. Moi, par exemple, je fais des photos en RAW. Ça veut dire que je les fais pas dans un format, dans le format que quasiment tout le monde utilise, qui est le format JPEG. La plupart des gens sur Internet, etc., ils vont utiliser en image le format JPEG, qui est un format compressé. Très compressé, voilà. Moi, j'utilise pour prendre mes photos, comme pas mal de photographes, la plupart des photographes qui s'y intéressent. J'utilise le format RAW, qui est pas compressé. Et en fait, c'est comme si je disais à mon appareil photo, le dernier réglage que tu vas faire, toi, tu vas pas le faire, c'est moi qui vais le choisir. Et ça en résulte que la photo qui en sort, elle est brute, et j'ai encore des réglages à faire dessus, qui n'ont pas été faits numériquement, qui n'ont pas été choisis par défaut par l'appareil. Donc moi, je suis obligée de passer par un logiciel de développement de photos, qui est Lightroom, ou par Photoshop. De toute façon, je suis obligée de passer par là. Et en fonction du profil ensuite de colorimétrie que je vais mettre, je suis en train de partir un peu dans les termes techniques, c'est pas grave. Mais c'est pas grave. Je pense que c'est compréhensible. Ouais. Et ben on arrive à différentes typologies de couleurs. Donc déjà de base, il n'y a pas une vérité sur une photo. Oui, même un appareil normal, enfin un appareil avec les réglages de base, même un smartphone, en fait, il va appliquer lui-même ses corrections colorimétriques. Exactement. Donc du coup, il y a déjà de base plusieurs possibilités, sans même qu'on fasse exactement un choix. Donc le mieux, c'est de faire le choix soi-même, d'après moi, pour que ça ressemble plus à ce qu'on veut. Ensuite, la retouche que je fais, c'est mon style, et c'est ce qui me permet, voilà, d'arriver à ce qui me paraît le plus proche de la vérité que j'avais dans ma tête. Et parfois, c'est pas ce que l'appareil rend. Parfois, il y a une ambiance que je sais pas. Par exemple, une photo de rue que je vais faire de nuit avec une grande brume, je sais pas, un peu comme t'avais vu peut-être sur une série que j'avais faite. Il y avait une ambiance particulière que j'appréciais énormément. Et quand j'ai commencé à les développer, mes photos, je me disais, mince, c'est pas ça, quoi. Genre, c'est pas ce qu'il y avait là-bas, c'est pas comme ça que je le ressentais. Donc, je les ai retouchés jusqu'à ce que j'arrive à ça. Et donc, c'était colorimétriquement, effectivement, la rue, elle était pas orange, hein.
Mais toi, tu la voyais orange sur le moment. Mais moi, je la ressentais comme ça. En fait, je ressentais un peu ce côté de poids un peu. Alors que c'est vide. Et c'est un peu ça, ce genre de choses que je veux représenter. Et des fois, ça passe par la couleur. Parfois, ça passe par un peu plus de contraste. Parfois, ça passe par grandir l'image ou la rapetissir. Parce que ça m'arrive aussi de rajouter des éléments. Je sais pas, les photos que j'ai fait avec Lucas, donc là, c'est plutôt du portrait. Ça m'est arrivé de grandir l'image de moitié avec des éléments qui étaient pas là. Et ça me va très bien. De l'étendre, en fait? De l'étendre, ouais. Ok. Non, pas de la zoomer, parce que grandir, on pourrait penser à zoomer. Oui, là, je l'ai pas recadré, oui. Ok. Voilà. Ça fait déjà presque 50 minutes qu'on parle. Oh, mince. Tu vois qu'il y a des choses à dire. C'est trop rapide. Ouais. On a toujours des choses à dire. Du coup, peut-être avant de conclure, est-ce que t'as des projets futurs que t'as prévus et que t'as... voilà, qui vont arriver et que t'as en tête? Et sinon, ou je pourrais en parler après, est-ce que t'as des références sinon que tu veux... Des références de photos pour ce que tu voudrais partager, ouais. Alors, en projet futur, moi j'aimerais bien continuer un peu. J'ai commencé l'argentique en fait au Mexique. T'étais en Erasmus au Mexique, ouais. Voilà, j'étais en Erasmus au Mexique pendant 2 mois, qui s'est terminé un peu brutalement suite au coronavirus. Donc je suis rentrée chez moi, mais quand j'étais là-bas, j'ai commencé l'argentique. Et j'ai trouvé ça génial, parce que ça me donnait une contrainte. On parlait de contraintes tout à l'heure, et le fait d'être en argentique, d'avoir qu'un seul objectif, d'avoir des photos qui coûtent très cher, je devais vraiment choisir chaque pose, et je me suis mis en tête de faire une série de photos très abstraites, donc j'en ai déjà publié quelques-unes sur Instagram, et j'aimerais bien continuer cette série. Donc un de mes projets, c'est de continuer cette série, de la faire bien, et je vais essayer de la continuer, alors même que je suis en France, et que ça représente plus tout à fait le même genre de choses. Mais j'aimerais bien continuer là-dessus, et continuer l'argentique peut-être aussi. C'est la série très rose et bleue? Il y a celle-là, mais c'est davantage, je sais pas si t'as vu les escaliers. J'ai dû publier ça avec des bandes rouges et blanches. Ah oui. J'ai déjà fait des choses comme ça, avec juste des panneaux. En fait, j'essaie de simplifier maintenant au maximum certaines images, parfois qu'on ne reconnaisse même pas ce que c'est. Juste avoir des taches de couleurs comme ça. J'essaye de plus en plus d'approcher de ça pour comprendre ce que c'est que la composition, un petit peu plus. Le fait de m'abstraire du sujet, ça me permet de davantage me concentrer parfois sur des lignes directrices et d'y réfléchir. Donc j'aimerais bien continuer ça. Sinon, j'aimerais bien refaire aussi des séances de portrait, mais je sais pas quand du coup. Là, ça risque d'être compliqué avant un bon moment. Peut-être reprendre les autres de portrait du coup. Ça va vraiment dépendre de comment se profile la suite du coronavirus. Sinon, je vais continuer comme je fais, donc faire des photos, pas toujours avec un planning. Okay. Après, en termes de références, moi j'aime bien des classiques du genre Henri Cartier-Bresson. Je pense que ça peut inspirer pas mal de jeunes photographes de regarder ça. Des vieilles références comme ça de photos de rue en noir et blanc avec une composition qui est très intéressante, avec des spirales, pas toujours des choses... Ouais, je pense que la plupart des photographes connaissent la règle des tiers, qui consiste à couper l'image en 3 tiers et de faire des compositions par rapport à ça. Donc c'est bien pour commencer, mais c'est bien aussi de voir ce qu'on peut faire à part ça. Donc Henri Cartier-Bresson, je pense que c'est une bonne référence pour ça et aussi pour la photo de rue de manière générale. Sinon, moi j'aime bien les photos de personnes comme Todd Hildo, donc qui fait des photos argentiques, je pense, aussi, qui représentent souvent les États-Unis avec des ambiances particulières. C'est très inspirant. Qu'est-ce que je peux proposer d'autre? Il y a plus contemporain, il y a Jack Wenger, qui s'écrit Jakewanger sur Instagram, qui fait des photos argentiques aussi.
mais avec des flous, avec beaucoup d'expérimentation aussi. Et ça montre que l'imperfection, parfois, peut vraiment apporter quelque chose en photo. Ouais. Dans la même ligne de l'imperfection, je pense qu'il faudrait regarder les photos de Nan Goldin, qui est une photographe exceptionnelle, qui prend en fait en photo pas mal ses amis aussi, ses connaissances, de manière un peu incongrue, dans des périodes de la vie pas toujours faciles pour ses amis. Donc les photos, elles aussi, sont totalement imparfaites, et ça rajoute vraiment quelque chose sur l'aspect émotionnel des images. Voilà. Très bien, mais je pense que ça fait un beau carnet de références déjà. Bah, inspirez-vous. Et regardez beaucoup les photos qui ont été faites au début de la photo, plus tard, les photos contemporaines. Ne regardez pas que Instagram. Je sais que c'est tentant, mais c'est pas suffisant pour se faire un carnet de références. Ok, on garde le conseil en tête. Et enfin, je t'avais peut-être pas prévenu de ça, mais chaque épisode, pour conclure le podcast, je demande à l'invité de choisir une musique qu'on va lancer à la fin du podcast. Donc, est-ce que t'as une musique en tête que t'aimerais qu'on fasse? Je vais chercher le nom exact, parce que je voudrais pas dire n'importe quoi. Mais moi, j'aime bien la musique de Cloud Atlas. Enfin, musique de film, que j'aime beaucoup. Voilà, bah tu peux mettre ça si tu veux. T'as un morceau en particulier, ou c'est le morceau Cloud Atlas? Je crois que c'est Cloud Atlas, mais je vais aller vérifier, histoire de pas dire de bêtises. Il me semble que le morceau s'appelle comme ça, mais... Ouais, moi aussi, je crois. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça directement. Je crois que c'est parce que c'est un des plus beaux morceaux qui existent. Donc on mettra une musique de Cloud Atlas. Bien, merci beaucoup Florie d'avoir accepté mon invitation. C'était super intéressant. Moi j'ai beaucoup apprécié, donc merci. Moi aussi, j'espère que ce sera aussi intéressant à écouter que nous à discuter ensemble. J'espère. En tout cas, pour ceux qui ne connaissent toujours pas ton travail, malgré le fait que j'ai répété environ 45 fois tes pseudos Instagram, c'est toujours @FlorieSimons et @FlorieSimonsPortrait. Faut peut-être qu'on explique comment s'écrit Florie, parce que c'est pas évident. Florry. Bravo. Simons avec un I et un S à la fin et au début. Et portrait au pluriel. Bienvenue dans des chiffres et des lettres. Nouveau concept d'émission. Moi, je suis un petit peu touche à tout. Futur Laurent Romeshko. À la semaine prochaine sur France 2. Ouais, j'espère. J'espère que ce podcast m'emmènera loin dans le journalisme. Triple cursus, ingénieur, architecte, journaliste. Bon, mais en tout cas, merci beaucoup. Merci, à bientôt. Et on lance la musique.